السلام عليكم ورحمة الله. فقبل ما نبداو هاد لا فيديو، الا كنتي اول مرة كتدخل لهاد لاشين وجاك المحتوى ملائم، ما تنساش تشترك وتفعل جرس التنبيه باش يوصلوك لي نوتيفيكاسيون. دونك في هاد لا فيديو هادي غادي نشوفو واحد لو كور concernant le métamorphisme et bien sûr avec sa relation avec la tectonique des plaques, et on va le traiter sous le plan suivant. Donc, premièrement, les caractéristiques minérales et structurales des roches métamorphiques au niveau des zones de collision et على مستوى مناطق الاصطدام. ونفس الشيء غادي نديرو غنشوفو لي كاركتيرستيك توجور البنيوية والمعدنية ديال الصخور المتحولة على مستوى مناطق التمر. Et par la suite, on va voir les facteurs majeurs de métamorphisme. Et par la suite, on va voir les facteurs de métamorphisme dans le globe terrestre. Par la suite, on va voir une simple définition du métamorphisme, suivie par une notion de faciès métamorphique. Et enfin, on va voir un schéma sous forme de conclusion qui représente les informations essentielles concernant le processus de métamorphisme. Donc, l'acte numéro 1, on va voir les caractéristiques structurales et minérales des roches métamorphiques au niveau des zones de collision. Premièrement, on va voir une carte géologique simplifiée de la région Bas-Limousine au niveau des Alpes françaises. Donc, vous voyez ici que la carte géologique elle représente deux types de roches, des roches magmatiques. Vous voyez ici le granit et le granit intrusif ici, et des roches métamorphiques, le mécaschiste, le gneiss, amphibolite et éclogite, etc. Donc pour la question numéro 1, à partir du document numéro 1, décrivez la répartition des roches dans cette région alpine. والجواب هنايا c'est que on observe des terrains fortement fracturés avec un affleurement de roches métamorphiques qui s'imbriquent dans les roches magmatiques. Donc, on peut supposer que dans cette région alpine, on aura le plus souvent le métamorphisme de contact. Donc, pour les caractéristiques structurales et minérales, donc pour la mise en évidence de ces caractéristiques des roches métamorphiques, au niveau des zones de collision, on propose d'étudier les documents suivants. Le document numéro 1, il représente trois échantillons de roches métamorphiques au niveau des zones de collision. On a ici le paragneiss, le mécaschiste et le schistociste. Donc, pour le document numéro 2, il représente des dessins d'îlets minces de ces roches métamorphiques observées au microscope polarisant. On a ici le schiste, comme vous voyez, on a des cristaux ici, le séricite et chlorite. Et pour le mécaschiste, on enregistre l'existence du mica, du quartz, de storotide. Et pour le gneiss fin, on enregistre l'existence de feldspath, du mica et du quartz. Donc on a ici deux termes géologiques qui sont très importants, c'est la schistosité, et comme une simple définition, c'est un feuilletage présenté par certaines roches distinctes du plan de stratification et selon laquelle ils peuvent se diviser en lames plus ou moins épaisses et régulières. Donc, concernant la question qui est associée à ces deux documents, en exploitant les documents 1 et 2, dégager les caractéristiques structurales et minérales de ces roches métamorphiques. Donc, la lame mince du schiste, elle montre des lits très minces à séricite et à chlorite et petits grains détritiques. Donc la schistosité est marquée par l'orientation des minéraux mécacés et légèrement replissés.
Pour la lame numéro 2, il représente une roche de mécaschiste. Il se distingue par des grains plus grossiers, une schistosité et foliation marquée, la présence d'imica du quartz visible à l'œil nu et d'autres minéraux. Pour le dessin numéro 3, il représente une roche de gneiss très fin. C'est une roche dont la foliation est bien marquée par l'alternance des bandes grenues composées de quartz et de feldspath, et des bandes mécacées sont plus souvent sombres, de muscovite et abiotite. Donc les palettes du mica sont généralement orientées parallèlement à la foliation. Et maintenant, on va voir la composition chimique de ces roches métamorphiques. Donc, le document numéro 3, il représente la composition de ces roches métamorphiques en pourcentage. Donc, on a ici les composants chimiques et les roches, le schiste, le mécaschiste et le gneiss. Donc, vous voyez ici, par exemple, le pourcentage de silicate. Il est presque égaux pour les trois types de roches métamorphiques, alors que la composition en hydrique ou bien en H2O, elle est très variée. Et quand vous voyez ici que la quantité elle est très faible concernant le gneiss par rapport au schiste ou bien du micaschiste. Donc pour la question associée ou bien les questions qui sont associées à ces documents, donc comparer la composition chimique de ces roches métamorphiques. Pour la deuxième question, proposer une hypothèse pour expliquer ce résultat. Donc pour la question numéro 1, donc les roches étudiées se rassemblent chimiquement. Donc on aura une rassemblance chimique ou bien de la composition de ces roches. Surtout en ce qui concerne les silicates d'alumine, on observe aussi la diminution de la teneur en or lorsqu'on passe du schiste au gneiss. Et pour la deuxième question, puisque ces roches ont à peu près la même composition chimique, mais différentes par leur structure et la composition minéralogique, on peut supposer qu'il résulte de la transformation d'une même roche initiale, mais il est soumis à des conditions différentes, et plus particulièrement de pression et de température, qui sont les deux facteurs costauds, si vous voulez, de métamorphisme. Donc maintenant, on va voir les caractéristiques structurales et minérales des roches métamorphiques, mais maintenant, on va voir une autre zone tectonique, c'est les zones de subduction. Donc les roches métamorphiques au niveau des zones de subduction actuelles se trouvent dans les endroits humainement inaccessibles, mais on peut les étudier par leur exhumation, retour en surface, dans les régions de collision précédées par une ancienne subduction. Donc voilà ici le document numéro 4. Il représente la répartition de l'intensité du métamorphisme dans les Alpes franco-italiennes. Donc cette carte-là, elle représente ici d'ouest les bassins sédimentaires préalpins. Ici, on a une limite du domaine plissé de la chaîne. On a ici cette zone claire-là qui est marquée par des traits noirs. C'est une roche plissée de la couverture non métamorphique. La zone jaune ici, elle représente le métamorphisme de très faible degré. Ici, la zone vert, elle représente des faciès de schiste vert. La zone bleue représente des faciès de schiste bleu à glaucophane. Et pour la zone en mauve, il représente des ophiolites, métagabbro et métapéritite et métapéridotite.
Et ici, les zones claires avec des points rouges, ils représentent des faciès archéologiques. Et ici, on a un faciès ultra haute pression. Ici. Donc, concernant les questions qui sont associées au document 4, décrivez la répartition des roches dans cette région alpine. Déduisez le sens de la subduction dans cette région. Donc, pour la question numéro 1, on observe des domaines plissés avec un affleurement de roches métamorphiques qui s'imbriquent avec l'ophiolite. Donc, la répartition géographique du roche métamorphique révèle une zonation très nette du métamorphisme dans les Alpes et le degré de métamorphisme est croissant de l'ouest vers l'est. Pour la question numéro 2, on a un passage progressif du roche de type schiste vert du ouest vers le schiste bleu, puis des écologites. C'est donc un sens de l'ouest vers l'est où s'effectuait la subduction dans cette région alpine. On va voir maintenant les caractéristiques structurales et minérales donc de schiste bleu, de schiste vert et des écologites. Comme vous voyez ici, ces photos-là représentent une observation à l'œil nu de schiste bleu et une observation au microscope. Et la même chose pour le schiste vert et les écologites. Donc pour la mise en évidence des caractéristiques du roche métamorphique au niveau des zones de subduction, on propose d'étudier les documents 5 et le document numéro 6 qui représente le tableau. Le tableau 1, c'est un donné de composition chimique approximative de ces roches métamorphiques en pourcentage. Et pour le tableau 2, données de la composition chimique approximative du basalte et gabbro-ophiolitique. Donc voilà ici les éléments chimiques qui le composent. Donc pour la question 1, comparer la composition minéralogique et chimique de ces roches métamorphiques. Pour la question 2, proposer une hypothèse pour expliquer ces résultats. Donc, بالنسبة للسؤال الأول, donc les roches étudiées ont une composition minéralogique différente, mais approximativement la même composition chimique, qui est très proche de celle du basalte et du gabbro-ophiolitique. Donc, ce sont les roches qui composent la croûte océanique. Et pour la question 2, puisque ces roches ont à peu près la même composition chimique, mais différentes par leur composition minéralogique, on peut supposer qu'elles sont issues de transformations des roches de la lithosphère océanique. Donc, on va voir maintenant l'axe numéro 3 concernant les facteurs du métamorphisme. Donc, pour la mise en évidence de certains facteurs de métamorphisme, on propose d'étudier les documents suivants. Le document numéro 7, il représente l'expérience de Bray. Donc, à partir du document 7, décrivez l'expérience et les résultats obtenus. Déduisez l'effet de la pression sur les roches. Donc, on observe que la pression a conduit à une orientation des paillettes de mica-schiste perpendiculairement à l'orientation des contraintes. Pour la question 2, donc la pression a permis l'apparition de la structure schisteuse. Donc, il s'agit d'un facteur qui change la structure des roches métamorphiques. Et on passe maintenant au document numéro 9 qui représente les domaines de stabilité des minéraux métamorphiques. Donc voilà le domaine de stabilité de Destains, ici de Sillimanite. Et pour l'andaluzite, en fonction toujours de variation de deux facteurs, de la température et de la pression.
Donc, à partir du document, déduisez l'effet de la pression et la température sur les minéraux. Précisez l'importance de la présence de l'un de ces minéraux dans une roche donnée. Donc, on observe que chaque minéral est stable dans des domaines précis de pression et de température. Et en dehors de ce domaine, se forme un nouveau minéral plus stable dans les nouvelles conditions thermodynamiques. Donc, la pression et la température permettant la transformation d'un minéral stable dans un domaine à un autre minéral qui est stable dans les nouvelles conditions thermodynamiques. Pour la question 5, vu que ces minéraux se forment à une pression et une température déterminées, elles permettent donc de reconstituer les conditions de formation du roche qui lui contient, d'où on le nomme minéraux indicateurs ou bien des minéraux index. Donc, pour la température, quand on s'enfonce dans la globe terrestre, la température augmente avec la profondeur. Cette variation de température en fonction de la profondeur représente le gradient géothermique. En moyenne, la température augmente d'environ 3 degrés Celsius toutes les 100 mètres dans la croûte continentale. Mais la valeur du gradient géothermique variait beaucoup en fonction des zones terrestres. Donc, concernant les facteurs de métamorphisme dans le globe terrestre, on a ici une courbe avec deux facteurs, la pression et la température, et trois types de gradients géothermiques. Le gradient géothermique dans les zones de collision, ici. Donc, le géotherme de collision, ici, il est caractérisé par une haute température, mais la pression, elle reste légèrement faible. Le géotherme moyen, ici, il représente des fluctuations en parallèle de température et de pression. Et le géotherme de subduction qui est caractérisé par une pression très importante, mais la température elle est toujours reste inférieure à 400 degrés Celsius. Donc pour la pression, on peut le subdiviser en pression lithostatique, qui est la pression exercée sur une roche par les roches qui est le surmontant. Cette pression est fonction de la densité des roches et de la profondeur à laquelle elles s'exercent. Et pour la pression de contrainte, il s'agit de la pression exercée sur les roches par l'action des forces tectoniques. Il est lié au chevauchement et au processus orogénique. Il est orienté en engendrant des déformations et l'apparition de nouvelles structures à différentes échelles. Et pour la pression de fluide, principalement le dioxyde de carbone et l'H2O, il est accélérant les réactions de transformation minérale et les échanges de matière. Donc, concernant la définition du métamorphisme, donc le métamorphisme, c'est l'ensemble des processus qui induisent des modifications minéralogiques et texturales d'une roche à l'état solide sous l'effet de température et de la pression et des fluides. Ces transformations entraînant une réorganisation des éléments dans les roches et de ce fait un changement des minéraux de ces roches. On dit qu'il y a une recristallisation des minéraux. Le métamorphisme peut affecter les roches sédimentaires ou bien magmatiques et métamorphiques préexistantes. L'ensemble des roches métamorphiques obtenues à partir de la même roche-mère à des degrés différents représente une séquence métamorphique. Et pour la notion de facier métamorphique, le document numéro 10, il représente l'évolution minéralogique d'une roche constituée de deux minéraux A et B à pression 0 et température 0 et portée dans de nouvelles conditions pour l'évolution de la transformation des minéraux A et B. Pour le document 11, il s'agit d'un graphique indiquant les domaines de stabilité de différentes associations minérales.
Voilà ici l'association minérale du schiste vert, le schiste bleu et l'éclogite. Et on a ici une série métamorphique qui caractérisant les zones de subduction, alors que cette série de plagioclases ici, il caractérise des zones de collision dont la température elle est très importante par rapport aux zones de subduction. Donc pour le document 12, il représente des exemples des équations des réactions qui se produisent lorsqu'on passe d'une zone de stabilité à une autre. Ici, par exemple, le plagioclase plus peroxène en présence de l'eau, il donne l'hornblende. Et la même chose ici pour les autres réactions. Donc, à partir du document 10, décrivez l'évolution minéralogique en fonction des conditions thermodynamiques. Que peut-on déduire des documents 11 et 12? Donc, pour les réponses, ici, pour la question numéro 1, on observe qu'à P1 et T1, la roche constituée de deux minéraux A et B, mais quand on passe à de nouvelles conditions, les minéraux A et B ne sont plus stables ensemble et sont remplacés par l'association de A plus C. Donc la transformation se fait par le biais de réaction A plus B est égal à C. Pendant que la réaction se réalise, les néocristaux C se développant en couronne aux limites des minéraux précoces. Pour la question numéro 2, donc les associations de minéraux qui constituent une roche sont stables dans certaines conditions de pression et de température uniquement. Si ces conditions sont modifiées, les minéraux réagissant entre eux pour former de nouvelles associations minérales stables dans de nouvelles conditions. Donc ces réactions de transformation minérale sont appelées des réactions métamorphiques qu'on a déjà vu dans le diapo précédent. Donc, pour le document numéro 13, il représente la classification actuelle en vigueur et la classification en faciès métamorphique formulée en 1914 par un pétrographien finlandais. Donc, le domaine pression-température est occupé en faciès métamorphique. Cette notion permet de regrouper des roches soumises à des intervalles de pression et de température donnés indépendamment de leur composition chimique. Donc, comme vous voyez ici, les faciès métamorphiques, ici faciès azéolite, le schiste vert, le schiste bleu, les éclogites, les corniens qui sont caractérisés par des fluctuations ou bien des variations de température très importantes, mais la pression elle reste toujours faible. Donc le nom du faciès correspond au nom des roches de composition basaltique métamorphisées dans les intervalles de pression et de température définis pour ces faciès. Donc, à partir du document 13 et des données précédentes, proposer une définition au faciès métamorphique. Donc, un faciès correspond à une association déterminée de minéraux caractéristiques des conditions de pression et de température qui règnent à l'heure de la formation de la roche. Donc, on va voir ici les faciès métamorphiques et les caractéristiques de chacune de ces faciès et les minéraux indicateurs. Par exemple, le faciès à schiste vert, comme vous voyez ici, le faciès à schiste vert. Donc, il est caractérisé par des minéraux index, le chlorite, l'épidote et l'actinote. Il se forme dans des conditions de température d'environ 300 à 500 degrés Celsius et d'impression 8 kilobars. La même chose ici pour le schiste bleu.
Il se forme dans des intervalles de température entre 100 et 500 degrés Celsius, avec une pression qui fluctuait de 4 à 14 kilobars, et les minéraux index sont le glucophane et les épidotes. Donc maintenant, on va voir une conclusion concernant le processus de métamorphisme. Donc on a deux types de métamorphisme qui sont les plus représentés ou bien les plus marqués dans les terrains. Il s'agit de métamorphisme de contact et le métamorphisme général ou bien régional. Donc pour le métamorphisme de contact, il est purement thermique, alors que le métamorphisme général, on a un métamorphisme dynamothermique, dit aussi orogénique, et un autre dit dynamique ou bien d'enfouissement. Donc, ces métamorphismes, le métamorphisme dynamothermique, il est caractérisé par une haute température et haute pression, alors que le métamorphisme dynamique d'enfouissement enregistre une haute pression, mais la température, il est faible. Et pour le métamorphisme de contact, il est plutôt thermique et caractérisé par une haute température, mais la pression elle est faible. Et j'espère qu'on a vu assez d'informations concernant le processus de la formation des roches métamorphiques. Et merci.